Madame Nathalie Arthaud est avec nous. Bonjour. Bienvenue dans les GG. Alors, on a un petit problème de micro, j'espère qu'on vous entend bien, Nathalie Arthaud. Si en plus j'ai pas de micro. C'est bon, vous l'avez. Voilà. Bon. Il n'y a pas de censure. C'est déjà suffisamment rare que je sois là. Nathalie Arthaud, félicitations pour vos parrainages. Merci. Combien vous en avez déposé? Combien vous en avez au total? Donc 529 ont été validés par le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est le fruit d'un travail militant. Hein, parce que vous le faites toute l'année, tous les 5 ans, quoi, en fait. Toute l'année, ça prend plusieurs mois, c'est des efforts militants. Nous allons discuter avec les maires, nous rendons physiquement dans les mairies pour discuter avec eux et puis pour leur demander donc ce parrainage. Et d'abord, moi j'ai envie de dire ma reconnaissance parce que oui, les maires des petites communes, ils sont attachés au pluralisme, au vrai pluralisme, c'est-à-dire qu'ils considèrent tout à fait normal que la vie politique, elle soit pas monopolisée par les partis qui sont dans la place, par les politiciens du sérail. Voilà, et ils trouvent normal qu'une voix comme la nôtre puisse être portée. Et vous savez d'ailleurs, la plupart de ces maires des petites communes, ce sont des étiquettes. Ce sont des salariés. Ouais. Ce sont des travailleurs. Il y a des techniciens, il y a des ouvriers, il y a des aides-soignantes, il y a des instituteurs. Enfin, ce sont des femmes et des hommes des classes populaires, des petits agriculteurs, des artisans. Donc, qui sont sensibles au discours que vous portez. Qui le comprennent. Alors, ils partagent pas toutes mes idées, et sûrement, pas leur entièreté en tout cas, mais en tout cas, ils sont sensibles et ils considèrent que oui, ces intérêts-là méritent d'être portés. Mais alors, ce qui est fou, c'est que vous y arrivez par ce travail qui prend de longs mois, par vos militants sur le terrain, et les grosses écuries, comme on dit, Jean-Luc Mélenchon, il grame, il galère, pardon, Marine Le Pen galère aussi, le nouveau venu dans la bataille, Éric Zemmour, dit qu'il galère aussi. Et ils sont sincères ou selon vous apparemment oui, apparemment leur coup de fil et leurs lettres circulaires n'ont pas. Comment vous l'expliquez? N'ont pas suffi. Je l'explique par le fait qu'ils ne vont pas les voir, voilà, tout simplement. Mais vous savez, ils se déplacent pas, voilà, ils se déplacent pas. Et puis encore une fois, un Zemmour ou Madame Taubira qui a surgi comme ça de nulle part, eh bien oui, ils n'ont pas cette organisation militante qui va avec à la force de ses convictions, à la force du poignet. Arracher ses parrainages. Voilà, j'explique comme ça. Maintenant, moi, je suis assez rassurée quand même. Oui, voilà. Ils les auront. Ils les auront. S'ils les ont pas, donc il faut un peu de cinéma. On va les leur donner. Vous partagez David Linard. Pardon. Vous partagez le parrainage de David Linard, le maire de Cannes, qui est pour Pécresse, mais qui a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez cette idée de la République et cette idée du... Pour vous, le système actuel de parrainage est un système obsolète, c'est ce que vous êtes en train de dire. Nous, on l'a dénoncé, on n'a pas attendu cette année pour le dire, on le dit depuis toujours. Mais oui, moi, en effet... Malgré que vous soyez toujours prêt, toujours au starting block, bien avant tout le monde. Nous, les obstacles, de toute façon, vous savez, nous, on appartient au monde du travail, Donc des obstacles et puis la bagarre. On sait qu'il faut se battre pour tout, donc voilà, on se donne les moyens. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce sera un scandale démocratique si Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon n'y étaient pas. Je ne suis absolument pas pour qu'ils soient censurés de façon administrative. Voilà. Et je pense que le combat politique, c'est d'affronter justement leur politique. Moi, je la combats. Donc vous saluez que ce soit Le Pen, que ce soit Zemmour, que ce soit Valérie Pécresse qui court derrière. Ils représentent tout ce que je combats. Voilà. Mais je pense que ils n'ont pas à être. Mais vous avez hâte de débattre avec eux. Interdit de défendre leur politique comme cela. Vous avez hâte de débattre avec eux. Vous avez hâte de vous retrouver dans un débat avec Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Je ne sais pas si ça se passera. Je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, là, aujourd'hui, vous me donnez la parole. Je peux dire ce que j'en pense. Et puis aussi défendre ma politique. Parce que souvent, on m'invite pour être la mouche du coche, c'est-à-dire pour faire du commentaire, mais j'ai aussi une politique à défendre. Oui, on va parler de vos mesures. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez, comme la société se tend, comme la société se durcit. Vous voyez, le bloc droite et même droite nationale, extrême droite, vous voyez qu'aujourd'hui, si on additionne simplement les chiffres, c'est très haut, très fort. Ça dit quelque chose aussi de notre société. Ça dit quelque chose du repli. Du repli qui est provoqué, je pense, par la crise, par cette angoisse, par toutes ces divisions, par toutes ces frustrations, par la misère. Voilà. Ça indique aussi le fait que dans le monde du travail, il n'y a pas cette possibilité de se battre collectivement et donc de voir des perspectives d'avenir, de voir que oui, on peut vivre mieux avec de meilleurs salaires, on n'est pas condamné au recul des droits à la retraite, on n'est pas condamné à la précarité.
Et comme il n'y a pas cette conviction-là, bah oui, c'est le repli. Et les démagogues qui proposent qu'on accuse d'autres travailleurs, d'autres pauvres, qu'on les pointe du doigt, bah oui, ils ont aujourd'hui un boulevard devant eux. C'est ça la réalité. Alors moi, ça, je pense que tous ceux qui regardent, tous ceux qui dans le monde ouvrier regarde du côté de Le Pen ou de Zemmour se trompent. Pourquoi ? Se trompent. Mais parce que ils ne représentent absolument pas leurs intérêts. Zemmour qui veut monter la retraite à 64, à 65 ans. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Quand vous êtes ouvrier sur les chaînes automobiles, dans les abattoirs, quand vous êtes aide-soignante, aide à domicile, mais vous imaginez, vous allez aller bosser avec votre déambulateur, vous êtes cassé par le boulot, vous avez plus de dos depuis déjà fort longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment un point de vue de bourgeois, ça. C'est vraiment un point de vue de bourgeois. Et moi, je crois que Zemmour, dans cette campagne, au moins, il a le mérite de montrer que tous les politiciens qui sont anti-immigrés sont aussi anti-ouvriers. Voilà. L'autre chose qui m'a quand même frappé, c'est qu'au moment où les profits explosent, les grandes fortunes n'ont jamais été aussi riches, qu'est-ce qu'ils proposent ? De baisser l'impôt des riches. Mais ça me fait... Mais voilà, ça montre vraiment le camp dans lequel il est. Donc moi... C'est le camp des bourgeois. Éric Zemmour, c'est le camp des bourgeois. Et de la grande bourgeoisie même. D'ailleurs, il a été lui-même choisi en direct, je dirais. En direct par un représentant de la grande bourgeoisie, Monsieur Bolloré, tout le monde le sait. C'est le candidat de Bolloré, Éric Zemmour. Clairement, de façon évidente. C'est pas un secret de polichinelle que je suis pas un fan de Zemmour, mais il y a des choses où économiquement, c'est pas le grand sujet chez lui qui prédomine, mais il y a des choses que vous dites économiquement qui ne sont pas réalisables. Là, c'est le chef d'entreprise qui parle. Ça, c'est le chef d'entreprise qui parle. Lesquels arrêter les suppressions d'emplois, arrêter les licenciements du personnel, que les employés des sociétés privées puissent consulter les comptes de leur entreprise. Et pourquoi ce n'est pas possible? Ils ne sont pas actionnaires, madame. Ils sont employés. Et alors? Ils ne sont pas actionnaires, madame. Ils sont employés. C'est quand même eux qui passent leur vie dans les entreprises. Mais ils ne sont pas actionnaires, madame. Et après, si vous voulez consulter des comptes de société, il faut devenir actionnaire. Il faut donner de l'argent pour ça. Il faut acheter des actions. Eh bien, moi, je suis pas d'accord avec ça. Excusez-moi. Et je suis pas du tout un partisan d'Éric Zemmour. Je pense que ça vous a pas échappé. Mais à un moment, me dire que augmenter le SMIC à 1 800 €. 2000 euros net, moi. J'aggrave mon 2000 net. 2000 et augmenter les salaires de 300 € minimum, c'est ce que vous dites. 400, 500 même. Ça me dérange pas, mais parlez-moi de la partie charge salariale, charge patronale qui découle. En fait, je rappelle qu'il est garagiste. Voilà, vous me donnez juste une solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me donnez une idée, mais vous ne me donnez pas la solution. C'est-à-dire que si moi, le SMIC est passé à 2000 €, combien m'a coûté un employé à 4000 €? Qui est-ce que je vais répercuter ces prix-là à mes clients ? Si mes clients, ça devient trop cher, bien ils viendront plus chez moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous ne payez pas vos ouvriers qualifiés, vos mécanos, vos carrossiers à 2000 €? Si. Ah, ben voilà. Oui, mais vous les payez à 2000 €, alors qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Vous êtes en train de me dire que ce n'est pas possible, alors que vous-même, vous les payez à plus de 2000 €. Oui, mais vous demandez, le SMIC, vous demandez pour tout le monde. Pour tout le monde, le SMIC. C'est-à-dire que la base doit partir à 2000 €. C'est intenable. Mais techniquement parlant, c'est intenable. On peut pas, économiquement parlant, nous, en tant que chef d'entreprise, on est obligé de répercuter le coût quelque part. D'accord ? Parce que la différence qu'on va gagner va se réduire à rien. Donc, à un moment, vous êtes obligé d'augmenter les prix pour partager ce coût-là. Comment on fait ? C'est qui va être le plus pénalisé ? Sans se cacher. Alors, madame Artaud, réponse. 2000 €. Enfin, moins de 2000. Ne me parlez pas de personnes qui sont cadres. Alors, allez-y. Réponse de Nathalie Artaud. Avec une expérience. Le SMIC, pour commencer. Je pense que les salariés qui sont au SMIC, c'est-à-dire aujourd'hui à 1270 € net, eh bien, c'est une galère de tous les jours. C'est une galère de tous les jours et en réalité, ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est indigne. Et ça, c'est pas normal. Donc moi, je me place du point de vue des besoins et des intérêts des femmes et des hommes qui travaillent et qui font un boulot ô combien essentiel. Je pense aux aides à domicile, je pense aux aides-soignants, je pense aux ouvriers, parce que quel que soit le niveau, comme vous dites, eh bien, ils sont nécessaires et ils sont indispensables. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur faut pour vivre dignement ? Eh bien, il leur faut un minimum de 2000 €. Et je vous dis, c'est un minimum. C'est un minimum pour pas avoir à compter chaque euro, pour pouvoir se loger, pour pouvoir espérer partir un petit peu en vacances. Les vacances, ça doit être un privilège des riches. Ben moi, je le crois pas. Alors voilà, je dis que ça doit être un minimum. La très grande majorité. 22 millions de Français qui ne partent pas en vacances. Exactement. 22 millions. 22 millions qui ne partent pas en vacances. Et ce sont qui ? Dire la même chose. Ce sont les essentiels. Madame Artaud, ce que vous comprenez, c'est qu'un chef d'entreprise est en train de dire la même chose que vous. Je suis pas en train de vous dire ça me fait plaisir. Vous êtes d'accord pour porter le SMIC à 2000 €. Je suis en train de vous dire oui,
augmentons les salaires. Mais en contrepartie, il y a un problème, et je pense que les ça, cotisations vous ne le dites sociales. pas, c'est que la France est le pays le plus chargé en cotisations d'Europe. Et alors, là, Madame Arthaud, excusez-moi, ouais. laissez-moi finir. La seule chose, après que ça continue, les autres parlent aussi. La seule chose qui me ferait plaisir venant de vous, c'est de dire, attendez, on va pas taper sur ces cons de chefs d'entreprise. C'est pas eux, généralement. Parce que moi, les 2000 € pour quelqu'un qui touche 1200 €, je les donne. Sachez-le, je les donne. Vous voyez, mais je les donne. vous les donnez, mais pas Carrefour. Carrefour ne les donne pas. Michelin ne les donne pas. Peugeot ne les donne pas. Alors que c'est des travailleurs qui bossent en équipe. Dans les hôpitaux, on les a pas. Un enseignant pour est donner démarre 2000 €, il faut sortir 4000. Pour donner 2000 €, il faut sortir 4000. Monsieur le professeur d'économie, quand alors comment vous faites? Combien on doit donner? Honnêtement. Comment on fait? Il le sait. Vous êtes alors, Madame Arthaud. Alors, moi, Mehdi, Nathalie Arthaud. Je vous ferai remarquer que souvent, on parle de... Voilà, on met en avant les petites entreprises, les chefs d'entreprise, le petit artisan, etc. C'est un alibi. C'est un alibi pour cacher que les grands groupes capitalistes ne les donnent pas. Voilà, et condamnent les salariés, leurs salariés, à des petits salaires. Condamnent même les sous-traitants à payer leurs salariés à coups de lance-pierre. Donc regardons ce qui se passe en haut. Vous me dites qu'il y a trop de charges, mais ces trop de charges là, ça n'empêche pas le fait que le CAC 40 a fait 137 milliards de profits. Ça n'empêche pas que les fortunes, les 5 plus grandes fortunes ont été doublées. Ces charges, ça n'empêche pas que ça dégouline à un pôle. Donc cet argent-là, il faut aller le chercher. Alors moi, je veux bien que les gros, ils écrasent les petits, mais ça sera toujours comme ça dans ce système capitaliste. Les gros vont écraser les petits. Alors moi, je suis pour que les petits se révoltent, pour que les petits disent ça suffit que nous fassions tout, que nous portions la société sur nos épaules et qu'on soit les éternels sacrifiés. Oui, mais, voilà. mais à chaque présidentielle 2012-2007, vous faites même pas 1%. Et alors pourquoi ne pas rejoindre le camp faire grossir le camp de ceux qui ont un peu le même discours que vous, que Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon? Je suis convaincue que la politique que je porte, cette révolte, cette contestation de tout l'ordre social, cette société, on nous dit c'est comme ça, de toute façon, il n'y a rien à faire, on est condamné quand on est un prolo, on est condamné à galérer. Eh bien, je suis convaincue que cette révolte est de dire non, on n'est pas condamné à ça, ça ne tombe pas dans l'oreille de sourds. Oui, mais 0,56 et 0,64, Madame Arthaud. C'est pas dans les urnes que ça va se compter, c'est dans les consciences des travailleurs. Alors, si c'est pas dans les urnes, pourquoi vous présentez-vous? Mais parce que je pense que la politique que je porte, ça va conforter les travailleurs à se battre. Et c'est là, c'est dans le combat du quotidien, dans le rapport de force, dans les luttes, dans le fait qu'il y a des gilets jaunes puissance 100, que ça s'invite dans les entreprises. Vous voulez la révolution? C'est là que les choses, elles changeront. Et je veux que effectivement, il y a à nouveau un rapport de force, qu'il y a à nouveau des luttes collectives, parce que c'est comme ça que les intérêts des travailleurs seront défendus, et que c'est comme ça qu'on contestera la loi du profit, cette course folle à la rentabilité, et j'espère qu'on changera la société. Parce que moi, je pense en effet qu'il faut une bonne révolution. Et alors, on va continuer d'en discuter avec Joël Dagosseri, Thomas Porcher et Fred Hermel. Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière, qui a ses parrainages, qui sera à l'élection présidentielle, est avec nous dans les GG. Question de Joël Dagosseri, coach de vie. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué justement ces salariés qui devaient se révolter pour essayer de gagner plus. Moi, j'étais salariée il y a encore 2 ans. Je touchais à peu près, on va dire, 1800 € par mois. Et je me suis révoltée et je suis devenue travailleur indépendant. Et vous demandez le SMIC à 2000 € pour tous les travailleurs. Qu'est-ce que c'est pour vous un travailleur? Est-ce que moi, par exemple, en tant que travailleur indépendant, j'aurais ce minimum de 2000 €? Parce qu'il faut savoir que c'est assez. Il y a une charge mentale quand même, on ne dit pas assez pour les entrepreneurs, mais de savoir si est-ce que je vais manger le lendemain, est-ce que je vais manger le mois prochain. Et ça, j'ai pas l'impression que vous l'ayez mis dans votre programme. Comment on fait, comment je fais moi, pour me dire tranquille, en fait, en tant que travailleur indépendant, je vais avoir mes 2000 € à la fin de chaque mois tranquille. Nathalie Arthaud. Vous soulevez le problème des travailleurs indépendants, de ceux qui ont voulu devenir leur propre patron en se disant voilà, je vais échapper à l'exploitation, j'aurai plus de liberté, etc. Ça, c'est vrai pour beaucoup d'artisans, de commerçants, d'auto-entrepreneurs, etc. Et puis finalement, ils se retrouvent dans quelle situation? Dans les situations d'un
d'un travailleur, qui subit la loi du marché, qui subit y compris la loi du banquier, qui subit la loi du propriétaire du local et qui de toute façon est pris en tenaille et qui n'échappe pas à cette société où en effet ce sont toujours les gros qui ramassent la mise. Donc moi, vous savez, je m'adresse à l'ensemble de ceux qui produisent des richesses, alors l'ensemble de la classe productive. Et je sais bien qu'il y a aussi des petits, des indépendants qui galèrent et qui vivent. Je sais que dans l'agriculture, par exemple, il y a énormément de petits agriculteurs, mais qui bossent du matin au soir et qui n'arrivent même pas à sortir un SMIC. Et ben ça, justement, ça fait partie de mon combat. Donc vous voulez garantir ce 2000 euros pour tout le monde, pour tous les petits, quoi, en fait. Je pense que la société, 2000 euros. La société, elle a suffisamment d'argent, elle a suffisamment de richesse pour permettre à sa classe productive, aux véritables producteurs, de vivre dignement de leur salaire. Et par exemple, tout à l'heure, on a discuté du contrôle des comptabilités. Ben vous savez, je pense que les petits agriculteurs, ils aimeraient bien mettre le nez dans les comptabilités des transformateurs, dans leur nez dans les comptabilités de ceux qui collectent leur lait, qui sont soi-disant des coopératives, mais comme Lactalis qui empoche le jackpot, ils aimeraient bien mettre leur nez dans les comptabilités des distributeurs. Mais vous ne me dites toujours pas comment je fais, parce que quand je déclare mon chiffre d'affaires à l'URSSAF, ils me prennent 24% environ. Vous ne me dites toujours pas concrètement, avec le statut actuel du travailleur indépendant, comment on va faire, nous, pour avoir les 2000 euros que vous proposez tranquillement, sans chercher de clients, sans faire toute la partie commerciale et marketing qu'on doit faire, sans améliorer nos offres ou nos produits. Comment on fait pour avoir cette tranquillité d'esprit? Enfin, je veux dire, moi j'étais salariée, je sais très bien ce que c'est d'avoir son salaire à la fin du mois et d'être à peu près tranquille. Donc c'est plus ce que je vis aujourd'hui et je l'ai cherché aussi et j'en suis très heureuse parce que je gagne plus. Mais comment vous faites? Voilà. Oui, mais comment vous faites pour me garantir ces 2000 euros minimum? Je dis qu'il faut le SMIC, il faut porter le SMIC à 2000 euros net et qu'il faut prendre sur les profits. Il faut prendre l'argent là où il est en réalité. Et donc, il faut prendre sur les profits et il faut prendre sur les marges bénéficiaires. Il faut prendre sur ces dividendes incroyables qui sont sur les transactions boursières, etc. Et sur les dividendes. Et par ailleurs sur le contrôle. Pourquoi ce serait très concret le contrôle? Parce que justement sur une même filière, par exemple l'agriculture, mais dans d'autres domaines, on verrait qui se fait les marges, qui empoche le pognon. On est dans une économie, c'est une boîte noire. Alors on bosse, on trime. La charge mentale pour les travailleurs, vous inquiétez pas, elle est là. Comment je fais pour aller à mon boulot? Comment je fais pour remplir mon plein d'essence? Comment je fais pour me chauffer? Vous inquiétez pas, la charge mentale, elle existe aussi pour les classes populaires. Et puis, alors eux, ils galèrent avec un salaire qui est toujours au plancher. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que chaque année, les grandes fortunes sont plus riches, que maintenant, c'est du plus de 100 milliards de fortune, que y a de l'argent qui dégouline à un pôle. Moi, je suis pour faire éclater cette boîte noire. Je pense que la véritable démocratie, ce serait qu'en effet, les salariés qui passent leur vie au boulot, qui laissent des fois leur santé, ils puissent voir où passe le fruit de leur labeur, où ça va toutes les richesses qu'ils créent. Thomas. Voilà, pour moi, ça serait une véritable démocratie. Et vous savez, on saurait qu'il y a de l'argent et où aller le prendre. Et moi, je suis pas pour taper sur le petit qui, d'ailleurs, déjà reçoit les coups du plus gros, etc. et qui est souvent en bas du bas. Mais au bout du bout, c'est qui? C'est l'intérimaire, c'est le stagiaire, c'est quand même lui qui ramasse. Alors, moi, je pars de là, et de sa révolte et de sa colère, parce que je pense que c'est lui qui fera bouger les choses. Thomas Porcher. Alors, moi, déjà, je suis très content qu'il y ait quelqu'un qui représente les ouvriers, parce que quand même, faut le rappeler que ces 30 dernières années, l'ouvrier a été la variable d'ajustement de la mondialisation, du libre-échange, et même, j'irais même de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup d'usines qui sont délocalisées à l'intérieur de l'Europe. Il faut savoir qu'il y a eu depuis 2008, c'est assez récent 2008, c'est 14 ans, il y a eu 900 usines qui ont fermé. C'est-à-dire il y a 5 usines par mois qui ferment. On entend parler d'une comme ça, par-ci, par-là, et qui ferment pour s'installer parfois dans d'autres pays européens ou ailleurs dans le monde. Et c'est principalement des ouvriers qui triment. Et là, il y a eu un moment avec la pandémie, même si on l'a oublié, il y a eu un moment. C'est les premiers de corvée qui ont tenu la France. C'est les caissières, c'est les chauffeurs, c'est les ouvriers principalement. Et donc, il devrait y avoir normalement dans cette présidentielle, moi je pense, et je suis assez triste que cette question ait été complètement effacée au profit de d'autres questions sanitaires ou d'immigration ou racisme, etc. C'est la question du moment ouvrier, quoi. C'est un moment que c'est les gens-là, les premiers de cordée. C'est pas la Startup Nation, c'est les premiers de cordée qui ont tenu la France pendant ce confinement. On était tous à les applaudir. Il y a même des gens qui laissaient des messages aux éboueurs, vous voyez. Et un an et demi après cette pandémie,
on en est encore avec les mêmes discussions à se dire que finalement il faudrait faire la limite exploser le SMIC, qu'il faudrait faire des micmacs avec les charges salariales pour augmenter les salaires parce que tout le monde est étranglé soi-disant et on a des profits records après en haut, et ça c'est une réalité, hein, on les a vus, hein, les actionnaires qui ont pris une grosse partie avec des profits assez élevés du CAC 40, même si le CAC 40 ne représente pas la France, quand même les grosses entreprises c'est 50% des salariés en France, hein, les plus de 5000. Donc il faut quand même qu'il y ait ce moment, moi je pense ouvrier, il faut qu'il y ait quand même un candidat qui représente les ouvriers, ça il faut le dire, parce que c'est quand même un emploi sur 4 en France encore aujourd'hui. Donc, et quand on parle ouvrier, il faut parler aide à domicile, il faut parler caissière, il faut parler effectivement conducteur. Mais vous savez, même dans les premières lignes, on n'a jamais parlé, mais les abattoirs, les usines agroalimentaires, elles se sont jamais arrêtées. Jamais arrêtées. Il y a énormément d'usines qui ont continué. Des salariés qui ne se sont jamais oui, mais vous jamais faites été comme si la France était un... Alors, on vous a déjà répondu ça, mais comme si la France était un village. Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Et vous êtes contre cette mondialisation aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous décrétez de nouvelles règles, les pays sont ouverts, les flux sont ouverts, ça va partir vers d'autres pays qui sont fiscalement plus avantageux. Et la France risque de s'appauvrir, Madame Arthaud. Mais de nouvelles règles, quelles nouvelles règles? Moi, je dis qu'il faut prendre sur les profits. Voilà. Mais les profits, ils vont bouger. Mais les circuits sont ouverts aujourd'hui, Madame Arthaud. Et vous le savez. Justement, que l'on contrôle les comptes, qu'on l'on voit toutes les richesses, et on verra précisément que ceux qui décident pour leurs pommes. Voilà, c'est que pour leurs intérêts, c'est que pour eux. Eh bien, voilà, ils ont eu. Qu'est-ce que vous faites à l'échelle européenne, par exemple? Qu'est-ce que vous faites à l'échelle européenne avec des pays qui sont nos voisins et qui ont des avantages et qui sont fiscalement plus avantageux que nous? Et c'est pas des dictatures, ce sont des démocraties. Je suis pour qu'on ne cède pas à ce chantage permanent qui est de dire si oui, mais vous répondez pas à ma question. Si vous revendiquez, nous allons partir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un grand patronat, on a effectivement des grands actionnaires. Vous captez tout, vous nationalisez tout. On a des grands actionnaires qui nous disent si vous faites quelque chose qui nous déplaît, on part. Ça s'appelle comment ça? Une dictature. C'est leur dictature. On est censé. Non mais et vous faites quoi pour les verrouiller? Eh bien, on les exproprie. Ceux qui veulent partir, eh bien, qui partent. Mais nous, on garde. Donc, on garde les usines. Prenez les sociétés. On garde même leur comptabilité. Vous savez, j'ai été moi assez. J'ai retenu la proposition de Montebourg quand il était encore en lice, là. C'est une vieille histoire. La remontada. Il avait expliqué que pour obliger les pays qui n'acceptaient pas le retour de leurs ressortissants, etc., on allait bloquer les transferts de qui? Donc les comptes de qui? Eh ben des ouvriers. Voilà, des petites gens qui envoient leur argent. Alors, on est capable de le faire. C'est-à-dire, vous êtes pour les flux des petits, mais vous n'êtes pas pour les flux des gros, c'est ça? Exactement, vous avez compris. Moi, mon camp, c'est les petits, voyez. D'accord. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille en France. Exactement. Non, mais c'est intéressant. Quelqu'un qui travaille en France et qui transfère son argent par Western Union à l'étranger, ça vous pose pas de problème? En tout cas, ça vous pose pas de problème. Ce qui est sûr, il peut utiliser Western Union dans ces cas-là. Il permet. Mais c'est assez paradoxal, c'est intéressant. Un village entier de vivre. D'accord. Un village entier de vivre. Et effectivement. Là, Western Union, ça vous va bien, Western Union, dans ces cas-là. Ce qui me va bien. C'est une grosse entreprise, Western Union. Non, mais c'est intéressant. L'utilisation de Western Union entre la France et le Nigeria ou le Mali ne vous dérange pas? C'est ce que vous êtes en train de me dire pour les petits. Écoutez, vous avez compris que moi j'étais pour l'expropriation des grandes banques, des capitalistes et aussi de Western Union. Vous voyez. Ça va. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on imagine qu'on peut faire contre les travailleurs, bloquer leurs comptes, les empêcher de circuler, etc., on ne l'imagine jamais contre la classe capitaliste qui met pourtant le monde en coupe réglée. Le monde en coupe réglée. Vous êtes contre la mondialisation, mais vous êtes pour la libre circulation des personnes, si je comprends. Vous êtes pour l'abolition des frontières. C'est une sorte de mondialisation, de pouvoir aller d'un pays à l'autre très librement, et franchement, c'est une belle idée, mais c'est une mondialisation de faire ça. Donc je ne comprends pas pourquoi cette logique s'arrête votre logique de mondialisation s'arrête uniquement à la circulation des personnes. Alors, d'abord, j'ai pas eu le temps de le dire. Moi, je suis pas contre la mondialisation. Je suis contre le capitalisme. Et la mondialisation, effectivement, a sa sauce, où, en effet, les pays les plus riches dominent et exploitent les pays les plus pauvres. Comme ils dominent, comme la grande bourgeoisie, les grands actionnaires dominent et exploitent les travailleurs ici. Je suis contre ça. Maintenant, quand on est dans une situation où des femmes et des hommes n'arrivent plus à vivre dans le pays où ils sont nés, ou quand ils sont chassés par les guerres, quand c'est une question pour eux de survie de leur famille, etc., de partir et d'essayer de trouver un endroit où ils pourraient gagner un peu leur vie, moi je suis solidaire d'eux. Voilà, je me mets même à leur place. Et moi je me dis, voilà, ces femmes et ces hommes aujourd'hui qui essayent de rentrer dans l'Union européenne, qui essayent de trouver un endroit pour survivre, quels sont leurs intérêts, quels sont leurs besoins? C'est de circuler.
c'est de passer les frontières. Et d'être régularisé. Voilà. Et vous savez, quand on a un portefeuille bien garni, quand on est millionnaire, on peut s'acheter tous les passeports du monde, en réalité. On peut s'acheter des nationalités. On n'a jamais traité un émir du Qatar de migrant. Jamais. Le mot migrant, il est réservé aux pauvres, en fait. Question Fred voilà, Hermel. moi, je suis contre le fait qu'on empêche les pauvres de sortir de leur prison de misère. Question Fred Hermel. Bonjour Madame Artaud. Moi j'adore vous écouter parce que ça me rajeunit. Bah, ça fait J'ai plaisir. 52 ans et là je vous écoute, là j'ai 18 ans, quand pour la première fois j'ai voté communiste rénovateur Pierre Juquin. Eh bien, j'ai 52 ans comme vous. Ah bah ouais, 70. Et je suis de 70. Ah bah magnifique, ravi. Et c'est bientôt mon anniversaire. Je vais regarder la date. Moi je me suis soigné, mais pas vous. C'est ça Eh bah, que vous allez me dire. écoutez, moi c'est. Vous êtes soigné au capitalisme, vous au allez dire. capitalisme. Bah écoutez, bravo. Ça ne doit pas être facile tous les jours. On a beaucoup parlé d'économie et c'est très important. Moi, j'aimerais vous parler d'une question de société majeure. Vous savez, avant, c'était très facile quand on regardait un candidat de gauche, quand on discutait avec un candidat de gauche, quoi qu'il arrive, il était laïque. C'est-à-dire que la question de la laïcité ne se posait pas à gauche. Quand on était à gauche, on était laïque dans ce pays qui s'appelle la France. Aujourd'hui, on a des doutes sur beaucoup de candidats de gauche. Je sais qu'au tout début, quand on a commencé à beaucoup parler du voile islamique, etc., Lutte ouvrière était très claire par rapport à ça. Où en est aujourd'hui la position de Lutte ouvrière et de sa candidate Nathalie Arthaud sur la question de la laïcité qui est malmenée à gauche aujourd'hui et qui fait que des électeurs de gauche comme moi, parfois, nous sommes un petit peu déboussolés. Madame Arthaud. Alors, vous savez, il y a beaucoup de débats, et je pense que la laïcité en fait partie, qui sont là pour cacher la réalité principale que moi, je veux mettre en avant dans cette campagne. C'est que dans la société, eh bien, il y a deux camps. La société, elle est divisée en deux camps, en classes sociales. Il y a effectivement ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, qui appartiennent à la grande bourgeoisie, au monde capitaliste, qui peuvent rien faire de leurs 10 doigts, et ramasser la mise, ramasser le jackpot, gagner au loto tous les jours. Et de l'autre côté, il y a des femmes et des hommes qui triment, et eux qui ont le droit finalement éventuellement de vivre avec les miettes qui tombent c'est une position économique, on vous a compris là-dessus. Non, c'est pas une position économique. La laïcité, s'il vous plaît, votre position, rassurez-nous. Toute la société, elle est organisée comme ça, et ça, on veut le cacher avec effectivement pas mal de débats. Sur des faux débats, la laïcité. Voilà. Alors. Par exemple, Roubaix, ce sont des quartiers entiers qui sont radicalisés. Quelle est votre position là-dessus? Et alors, depuis le début de cette campagne, moi, je trouve qu'on va de diversion en diversion. Non, mais c'est pas c'est vous qui divergez là. Pour un électeur de gauche comme moi, c'est une question centrale. Quelle est votre position sur la laïcité à la française? Est-ce qu'il faut maintenir la laïcité coûte que coûte, telle que nous on l'a connue? Il faut maintenir coûte que coûte l'idée que les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur couleur de peau, leur origine, ils ont des intérêts qui sont communs. Vous êtes passé de l'autre côté de la force. Vous ne défendez plus la laïcité. Moi, je me suis Annette Laguillet défendait la laïcité. Vous ne la défendez plus. Alors, moi, je défends le fait que le camp des travailleurs, il doit se cimenter derrière ses intérêts communs et arrêter de se diviser et de se regarder en chien de faillance parce qu'un tel vit comme ça. C'est malheureux. Hein. Eh ben, écoutez, vous aviez un discours beaucoup plus clair sur la laïcité avant. En tout cas, Lutte ouvrière, la laïcité, c'est un des piliers de notre République. En tout cas, Lutte ouvrière n'est pas passée du côté du camp patronal. Ça, oui, effectivement, je vous le garantis. C'est intéressant. C'est intéressant par rapport à des quartiers ou des pans de société où il y a un repli religieux. Qu'est-ce que vous ne répondez pas là-dessus? Mais moi, je vois qu'il y a des ghettos. Bien sûr, je les vois, des ghettos de pauvres, et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été comme ça. Je vois qu'il y a aussi des militants qui militent sur des idées religieuses, qui sont intégristes, etc., qui œuvrent. Ça, vous les condamnez? Bien sûr, je les combats. Je les combats. C'est pas absolument pas mon camp. Ça, c'est une évidence. Bon, maintenant, je pense que ce qui manque dans ces quartiers populaires, eh bien, c'est justement des organisations ouvrières qui militent sur la base des intérêts qui nous rassemblent tous quand on est salarié, quand on est ouvrier, quand on est auto-entrepreneur et qu'on a du mal à... Vous ne pouvez pas dire que la laïcité reste un pilier de votre politique? Et qu'est-ce qui nous rassemble? C'est cette conscience d'avoir à nous battre pour nos salaires, pour notre logement, pour l'accès à la santé. C'est ça qui nous rassemble. Et c'est là-dessus qu'il faut reconstruire un camp, un monde ouvrier puissant qui puisse aider les travailleurs. Il nous reste 1 minute 30. Comment vous expliquez justement, parce que vos idées elles sont intéressantes, mais que justement le monde ouvrier
et déserté, qui ait plus de structure comme ça, qui forme les gens, avec une colonne vertébrale sur les questions économiques que vous défendez et que je trouve intéressante. Quand vous expliquez ça aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites des scores plutôt faibles, alors que le monde ouvrier est toujours là, toujours présent et qu'il en prend plein la tête. Mais parce que justement, on est intoxiqué par des diversions à gauche, à droite. On a démarré sur l'histoire des prénoms, enfin un truc de dingue. Quel prénom il faut avoir oui, mais ils sont pas bien intégrés. Moi, ce que j'ai envie de dire et de répondre, y compris à Zemmour ou à Le Pen, pas intégrés, mais ils se moquent de qui là? Les travailleuses et les travailleurs immigrés, ils sont plus que intégrés au monde du travail et au monde des exploités, ceux qui font les boulots les plus durs. Sans eux, il n'y a pas un seul hôpital public qui tournerait, il n'y aurait pas un seul chantier de bâtiment qui tournerait, il n'y aurait pas une seule association ou entreprise d'aide à domicile qui marcherait, pas un abattoir qui tournerait. Donc voilà, moi mon camp c'est le camp des travailleuses et des travailleurs, quelles que soient leurs idées sur leurs croyances, quelles que soient. Et ce que je peux vous dire, c'est que si on se bat ensemble, si on réalise que finalement notre émancipation, elle sera collective, et là oui, on pourra souder un camp pour y compris changer toute la société. Et je l'espère, en changeant la société, on fera disparaître un certain nombre de toiles d'araignées qui servent pour opprimer des femmes, pour opprimer des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances, etc. On se débarrassera de ça aussi. Merci Madame Arthaud d'être passée par les GG, le Face au GG, et bonne campagne. Merci beaucoup. Dans un